Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue une nouvelle fois sur Innov Télévision, bienvenue encore, c'est samedi soir, vous le savez très bien que chaque soir nous sommes là pour vous, pour parler sport avec notre émission Samedi Sport, vous êtes le bienvenu sur Innov Télévision mais aussi sur Samedi Sport et ces soirs nous n'allons pas déroger à la règle, vous le savez très bien que la Coupe du Monde est en train de secouer le monde entier. La Coupe du Monde, bien évidemment, on va parler de ces grands tournois de football mondial. On va aussi parler de la Ligue nationale de football avec le grand derby qui s'est joué le dimanche dernier entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club. 1-0, c'était le score qui avait sanctionné la rencontre à l'avantage des Moscovites de Vita Club. But marqué par Marouf Tchakei. On va en parler en long et en large, mais on ne va pas rester sur le football. Aujourd'hui, ce soir particulièrement, nous allons aussi parler des arts martiaux. Voilà, pour ces soirs, on a invité pour vous Monsieur Eliezer Kubanza, athlète congolais. Bonsoir Eliezer. Salut Joyce, comment tu vas mon frère? Très bien, et vous? Ouais, ça va, on est au pays, très content d'être. Vous vous sentez très à l'aise à Kinshasa? Ça fait combien de temps déjà vous n'êtes plus à Kin? Ça fait 6 ans, mais bon, après je suis revenu, je crois, il y a 2 ans passés, 3 ans. Et là, je suis, voilà, mais voilà encore une fois de retour au pays. Je suis très content d'y être un peu, la chaleur, tu vois, le chaud, l'embouteillage. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça Kinshasa. On va parler de votre discipline, MMA, comme on aime bien l'appeler. On va voir aussi avec les illustrations comment est-ce que vous combattez, comment est-ce que vous représentez la RDC à travers cette discipline. Et face à Eliezer, on retrouve comme d'habitude Grace Diakoubama. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir à Eliezer. Salut. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision et ceux qui ont déjà pris l'habitude de suivre Samedi Sport chaque samedi à partir de 20h50. À partir de 20h50 ces derniers temps, ça sera un bras de fer entre Samedi Sport et la Coupe du Monde. On n'a pas de choix, on doit supporter quand même ce qui va s'y passer. Mais à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui aiment Samedi Sport, sachez très bien qu'au même moment où vous suivez cette émission, ça passe aussi en direct sur YouTube. Donc en cas d'interruption d'électricité, vous pouvez nous suivre, continuer à nous suivre sur YouTube. On va commencer avec toi, Grace Diakoubama, avec la Ligue nationale de football, VEC Club, Daring Club Motema Pembe, un derby qui a perdu un peu son sens, mais quand même, le Moscovite s'en sont sortis victorieux, et après, il y a eu des dégâts. Voilà, comme l'année dernière, VEC Club s'était imposé sur le Daring Club Motema Pembe et VEC Club a encore confirmé son statut de suprématie sur les Immaculés de Kinshasa en battant cette formation sur la note d'1-0, comme vous l'avez dit au début de cette émission, but marqué par Marouf Tchakei en seconde période. Mais bon, vous l'avez dit aussi que ces derbies a perdu sa saveur, ou soit son ampleur au niveau de Kinshasa, puisque le stade des Martyrs était quasi vide et pas assez un bon nombre de supporters au stade de Martyrs, mais bon, le spectacle était au rendez-vous. Bon, je pense aussi c'était dû à la communication, puisque c'était un match très capital pour les deux formations, mais aussi un match qu'il faut vraiment faire beaucoup de publicité là-dessus et surtout du côté, là j'en appelle à la conscience aussi du service de la communication de la Ligue nationale de football qui devrait déjà communiquer sur ce match déjà au début de la semaine dernière pour qu'on sente quand même l'ampleur de cet événement, mais c'est ce qu'on n'a pas constaté. Il y a eu une communication à quelques jours du match et surtout un grand problème, c'était l'heure de la rencontre. La rencontre était prévue à 15h30 selon le calendrier, mais à un jour de ce match, on est passé à un jour de ce match, après la conférence de presse d'avant-match, on est passé de 15h30 à 15h juste. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde devrait commencer, on devrait quand même laisser la place à la Coupe du Monde, puisque le coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'était à 17h juste, et ça a posé un petit problème. Moi, à l'entrée du stade, je voyais comment les supporters couraient pour suivre ce match, et comme tout le monde, j'ai vu certains supporters entrer au stade de Martyrs à 15h20, à 15h30 pour suivre ce match qui était vraiment très capital, surtout pour le public chinois. Alors que le calendrier de la Coupe du Monde était connu en avance,
ça aurait peut-être été important de décaler ou d'avancer les matchs de 24 heures. Ouais, exactement, mais bon, c'est aussi ça. C'est une conséquence hein, du côté de la Ligue de foot. Ils doivent quand même supporter cela, mais prochainement, il faudrait essayer d'améliorer pour ne pas tomber dans ce genre de coïncidence avec la Coupe du Monde. C'est un événement mondial qui attire beaucoup de personnes et beaucoup de personnes aimeraient rester à la maison, suivre la Coupe du Monde, suivre d'abord le début de cette compétition quand Lié Place a décidé de se déplacer pour aller suivre le match au stade de Martyrs. Mais malgré cela, on va rentrer sur l'ère de jeu. Il y avait quand même le spectacle où on a vu le Daring Club Motema Pembe gérer l'ASV Club en première partie, même en deuxième période. Mais ce que j'ai remarqué côté V Club, c'est aussi cette maturité-là, cette façon-là d'essayer de gérer quand même cette équipe, malgré les assauts du DSMP, savoir avoir quand même une grande maturité pour surpasser cette équipe Daring Club Motema Pembe. Et V Club en est sorti vainqueur de ce derby jusqu'à punir vraiment le DSMP et les Daring qui est resté vraiment sur une dynamique de 3 matchs, et plutôt 4 matchs avec 3 points. Avec 3 points, Daring Club Motema Pembe costaud pour ces matchs-là. On a vu de grands retours comme celui de Doxa ou de Ricky Toulengi. On a vu un Ikangalombo qui est le maître à jouer à l'instant du Daring Club Motema Pembe. On a vu également Luvumbu Nzinga, Waka Bofafaka. On a vu une équipe de Daring Club Motema Pembe costaud, mais qui n'a pas assuré pour la suite de la compétition et surtout pour les interclubs de la CAF. Cela ne donne pas des idées un peu louches parce qu'on a vu après le comité limogé le staff technique. Voilà, ça, moi je pense que c'est d'abord un problème peut-être côté coaching du Daring Club Motema Pembe. Et pour ce match-là, déjà, le 11 de départ, tout le monde l'avait bien vu. C'est là 3 matchs où Luvumbu Nzinga n'était pas à son meilleur niveau, plutôt à son meilleur niveau possible, comme je l'ai dit. Et maintenant, contre l'ASV Club de Kinshasa, c'était un match très capital pour le DSMP. Le DSMP avait vraiment les arguments pour essayer de battre V Club. Mais bon, déjà, vous avez un Ikangalombo qui est un vrai animateur de l'attaque du DSMP. Mais de l'autre côté, Luvumbu Nzinga ne donnait pas vraiment à fond. Il était bien géré par le capitaine de l'ASV Club, Bunga Ntimbi. Et jusqu'à ce que ces joueurs-là s'est complètement perdu dans ce match et il était remplacé par Musinga Kwamambu. Lui aussi, il est en forme, mais bon, vous savez, il y a aussi des conséquences lorsque vous entrez au cours d'un match qui a aussi une grosse intensité. Et il y a 2 cas, soit vous êtes au bas de l'échelle ou bien vous êtes à la même intensité, soit au-dessus de cette rencontre. Bah bon, le joueur Musinga Kwamambu, après avoir remplacé Luvumbu, n'avait pas vraiment assuré, bien qu'il avait quand même eu quelques occasions. Et c'était vraiment un grand problème du côté des DSMP aussi, les milieux de terrain du DSMP qui a si bien géré aussi le joueur, le métronome de l'ASV Club de Kinshasa, Peter Mutumos, qui était vraiment absent, mais aussi le buteur Marouf Tchakay. On parle seulement du but, mais sur le jeu d'ensemble, le joueur était presque inexistant sur l'aire de jeu. Donc vous voyez, les Daring Club Motema Pembe avaient les arguments, mais il leur a manqué vraiment de petits détails, des détails qu'il faudrait travailler pour la Coupe d'Afrique qui va déjà commencer dans 2 mois. Donc ce sont des choses qu'il faudrait travailler, et pour le prochain staff technique qui va entrer, de bien travailler surtout sur les derniers gestes, puisque les Daring, voilà, ça joue bien mais ça ne marque pas. Vous allez voir le 3 matchs que les Daring a joué, il n'y a qu'un but partout, soit 0 but partout. C'est vraiment un grand problème pour la ligne d'attaque du DSMP, alors que au niveau des interclubs de la CAF, on a vu une autre équipe du DSMP qui vous marque 2 buts à l'extérieur, et puis ici à domicile qui gagne aussi, qui s'est qualifié de la plus belle des manières. Donc l'équipe qui joue au niveau des interclubs de la CAF doit être aussi la même équipe qui joue au niveau de la Ligue nationale de football, parce que la Ligue nationale de football, c'est par ces schémas-là qu'on obtient la qualification pour les interclubs de la CAF. Pour les interclubs de la CAF, ça faisait une semaine. Je pense pas, ça ne faisait même pas une semaine, c'était à la veille du match. On a fait une émission, on a fustigé le comportement des supporters dans le stade. Et on a vu après ces matchs le supporter du Daring Club Motema Pembe saboter les efforts même de l'État à pouvoir donner une nouvelle robe au stade de Martyrs de la Pentecôte. En tout cas, les sièges avaient été
détruite. Voilà, c'est un comportement que tous nous fustigeons. Et les antivalaires dans nos stades et surtout lorsque vous perdez un match de football, il ne faudrait pas se livrer aux actes de vandalisme. On a vu les Daring Club Motema Pembe, mais certains supporters entre guillemets mal intentionnés qui ont vraiment procédé au jet des projectiles, qui ont fait de casse au niveau du stade de Martyrs. C'était pas vraiment un très bon comportement. Alors que sur l'aire de jeu, on a vu une équipe du DSMP irréprochable. Certes, il les a manqué de petits détails, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose à dire que le DSMP n'était pas à la hauteur de ces derbies. Les DSMP s'est bien comporté, mais il leur a manqué. C'est le football, c'est normal. Donc, lorsque vous supportez une équipe, vous devrez d'abord savoir que le football a 3 résultats. Il y a la victoire, il y a la défaite, il y a un match nul. Donc, tout peut arriver dans un match de football. Lorsque vous partez au stade, vous devez mettre ça en tête. Mais c'est ce que d'autres supporters, même en plein 21e siècle, n'arrivent pas à comprendre. On voit des équipes, même au niveau de la Coupe du Monde, de grandes nations perdre. On va d'ailleurs en parler de l'Argentine qui a perdu. On va parler de l'Allemagne qui a perdu. Mais on n'a vu aucun supporter allemand ou bien argentin jeter une bouteille d'eau ou bien faire quoi que ce soit dans le stade. Donc nous devons aussi respecter le sport, respecter le football, parce que le football, tout ce qui réunit ces sports-là, c'est d'abord le fair play, accepter le résultat comme il se doit et travailler pour que vous puissiez arriver à la hauteur prochainement. Et ces jours-là, c'était vraiment un grand problème. Et nous, ces journalistes, on était au niveau de la tribune d'honneur, on était vraiment très mal à l'aise jusqu'à ce que le policier ont procédé par des gaz lacrymogènes pour essayer un peu de disperser le supporter au stade de Martyrs. Ce n'est pas vraiment un bon comportement. Là aussi, il faudrait appeler à la conscience de présidents sectionnaires qui gèrent les supporters pour leur dire aussi que le football n'a que 3 résultats. Il faudrait vraiment le respecter. Il faudrait le respecter, il faudrait être aussi fair play comme c'est le cas avec les MMA. Même si les heures vous donnent un coup KO, vous êtes obligé de lui serrer la main à la fin du match sans en tout cas protester. Voilà, on va prendre Eliezer tout à l'heure. On va changer quand même des chapitres pour parler de la Coupe du Monde avec des surprises, en tout cas, surtout la plus... la désillusion en tout cas pour l'équipe nationale de l'Argentine après sa défaite 2-1 face à l'équipe nationale de l'Arabie Saoudite menée par Hervé Renard, ou encore la désillusion également du côté de l'équipe de Mannschaft d'Allemagne qui a aussi connu une défaite face à la formation japonaise. Voilà. Jusque-là, la Coupe du Monde, on a beaucoup fustigé cette compétition. C'est aussi timide, oui, on l'accepte, mais quand même, il y a des surprises qu'on n'a jamais vécues dans d'autres compétitions, dans d'autres éditions de la Coupe du Monde. Voilà, c'est une Coupe du Monde qui a commencé timidement. Ouais, on comprend parce que la période, ce n'est pas vraiment la meilleure période possible pour une Coupe du Monde. On joue la Coupe du Monde pendant novembre et puis décembre. Ce sont quand même des périodes de vacances. Mais bon, que voulez-vous? On va quand même suivre cette compétition qui nous réserve beaucoup de surprises, qui a déjà commencé avec de surprises dès la première journée. Comme vous venez de le dire, on a vu une équipe comme l'Argentine, l'Albi Céleste, qui est l'équipe tenante du titre au niveau de la Copa América, perdre face à l'Arabie Saoudite. Personne ne s'y attendait. Et une équipe d'Arabie Saoudite amenée par un entraîneur aussi expérimenté. D'ailleurs, sur le chiquet continental africain, vous allez voir que Hervé Renard a commencé d'abord avec la Zambie jusqu'à jouer la 3e place au niveau du CHAN 2009. Il est parti jusqu'à gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec... après avoir quitté aussi la Zambie, il s'est engagé avec le Maroc, plutôt la Côte d'Ivoire, gagné encore la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Avoir éliminé la RDC en exactement, 3-1 en demi-finale. Et on voit cet entraîneur-là aller du côté du Maroc, créer encore des sensations. Vous allez vous rappeler au niveau des éliminatoires, je crois en 2016-2017, où cet entraîneur
Hervé Renard était sorti premier avec 18 points. Donc vous voyez, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Le Maroc. Exactement, avec le Maroc en 2018. Donc vous voyez, c'est quand même un entraîneur qui est parti sur une très bonne dynamique et aujourd'hui qui continue à faire quand même de merveilles et aussi laisser ses empreintes partout où il passe. On a vu avec une équipe de l'Arabie Saoudite qui n'a pas lâché, hein, qui n'a pas vraiment lâché face à l'Argentine. Vous allez voir une équipe argentine qui commence à ouvrir la marque et après revenir et renverser la vapeur. C'était vraiment incroyable de voir cette équipe-là battre l'Argentine. C'était aussi l'Argentine. le cas avec le Japon. Exactement. Un jour après, vous voyez avec aussi... c'est presque le même scénario. Le même scénario. L'Argentine qui avait marqué sur penalty et l'Allemagne également. Voilà, donc c'est vraiment une compétition. Nous aimons suivre des compétitions comme ça qui lorsque vous suivez, vous voyez, il y a des surprises. Et déjà, le Japon qui était très mal barré face à la National Mannschaft qui est aussi les tenants du titre de la Coupe du Monde 2014 au Brésil et déjà éliminé au premier tour lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Cette fois-ci, on voyait cette équipe-là quand même un peu avec Flick qui est avec un autre esprit. Mais bon, déjà en première journée, vous tombez face aux samouraïs du Japon. C'est quand même une autre chose. C'est vraiment une Coupe du Monde particulière où on voit vraiment les nations très bien se comporter et surtout des petites nations qui sont là pour rivaliser face aux grandes nations qui ont l'habitude de jouer la Coupe du Monde. C'est presque le cas aussi avec nos pays africains qui ont commencé cette Coupe du Monde après la défaite en première journée du Sénégal. Mais on a vu la Tunisie quand même décrocher un point, le premier point africain dans cette compétition. Même si c'était sans marquer. Sans marquer, mais il y avait de la manière où on voyait vraiment du 50-50 entre les Aigles de Carthage de la Tunisie face au Danemark. Il y avait vraiment un match équilibré entre les deux formations puisque déjà il y a eu un joueur tunisien qui a été élu homme du match dans cette rencontre. Donc ça prouve à suffisance que aussi les Tunisiens ont vraiment les arguments dans cette Coupe du Monde. Et aussi le Maroc. Le Maroc, on va se rappeler, c'est l'équipe qui nous a barré la route pour la Coupe du Monde. Mais ça se justifie puisque déjà en première journée... Aujourd'hui, on allait parler d'un match entre la Croatie et la RDC. Donc ça allait être... Bon, pourquoi pas une victoire de la RDC en Coupe du Monde. Mais on n'en est pas là. Mais on a vu une équipe marocaine avec vraiment des ambitions, une équipe qui veut bouger aussi la hiérarchie au niveau de la Coupe du Monde parce que le plus important, ce n'est pas seulement de participer à la Coupe du Monde, mais aussi atteindre les objectifs, c'est-à-dire aller au-delà. Au niveau de la Coupe du Monde, vous allez vous rappeler qu'aucune nation africaine a atteint l'étape de demi-finale. Donc on s'arrête souvent au niveau de quart de finale et nous souhaitons que cette Coupe du Monde soit aussi particulière pour les nations africaines. Déjà, Samuel Eto'o avait déclaré que les Lions indomptables du Cameroun, après avoir participé 8 fois, cette fois-ci, ils ont quand même cet esprit-là de gagner la Coupe du Monde. Bon, c'est trop rêvé, mais il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver dans la vie. C'est très important. Le Cameroun qui a atteint déjà le quart de finale, pourquoi pas atteindre l'étape de demi-finale, pourquoi pas aussi la finale. Ça va se jouer sur l'RDG, bien que le Cameroun se retrouve dans un groupe aussi, on dira c'est un groupe de la mort avec le Brésil. Vous prenez des nations comme le Brésil, vous avez la Serbie, vous avez encore la Suisse, donc ce n'est pas quand même facile pour cette nation de Lions indomptables, mais bon, c'est déjà 5 fois champion d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. En Coupe du Monde, on va voir cette équipe amenée par le capitaine Vincent Aboubakar, c'est que cette équipe va faire, et surtout avec aussi un entraîneur expérimenté, 120 sélections avec les Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song. Expérimenté en tant qu'entraîneur ou sélectionneur. Bon, déjà, là, nous tombons après sa nomination, on a vu cet entraîneur aller décrocher la qualification à Blida face à l'Algérie. Mais c'était après une défaite à domicile. Ça ne garantit pas de l'expérience en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour une première. On l'a vu des entraîneurs commencer et aller gagner des trophées. Pourquoi pas aussi pour Rigobert Song. Et surtout, c'est un entraîneur africain. Et nous souhaitons vraiment bonne chance à cette équipe du Cameroun. Pourquoi pas aussi au Ghana, le Black Star, qui avait atteint en 2010 l'étape de quart de finale. Ils étaient d'ailleurs à la porte des demi-finales éliminés. Mais
clin d'œil surtout à cette équipe nationale de samouraï de Japon. Le Japon de Takefuso Kubo, de Shinji Kagawa ou encore de Hideyoto Shinakata. Ce sont là des joueurs qui ont fait le bonheur de cette équipe nationale. Mais actuellement on ne parle que de Takefuso Kubo, de Nagatomo ou encore d'autres joueurs. Sakai, voilà, ils sont nombreux. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, d'être restés scotchés, branchés sur Innov Télévision. On va continuer avec notre mission, avec un autre chapitre. Ça sera la MMA. Voilà, la MMA avec notre invité qui nous vient de l'Afrique du Sud, Eliezer Kubanza, qui est un athlète international congolais, professionnel de cette discipline. Eliezer, encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez lancer un petit message aux Sud-Africains en anglais, 5 secondes très rapidement. Yo guys, what's up? Right here, your champion Eliezer Kubanza. I'm in Congo DRC. Really enjoying my time here. So hopefully you're gonna come and enjoy it too. Mbote. Vraiment, merci. That's how you great here. Merci beaucoup. Racontez à tout le Congolais qui nous suit ce soir, à tout le monde d'ailleurs qui est en train de nous suivre, comment vous avez débuté avec votre carrière. Wow, s'il faudra parler de ma carrière, sérieusement, j'ai commencé ça a débuté à 2016. Où on a eu la première édition de MMA au Congo avec le président Baigon que je salue. J'ai combattu contre un athlète au nom de Héritier. Il est vers ici. Il continue à faire son truc. Salut mon frère. Que j'ai gagné. Et du coup, il y avait des projecteurs sur moi, c'est-à-dire les yeux de la fédération sur moi. Il se disait qu'il faudra qu'on prenne le gars. Il est bon. Et du coup, je m'étais aussi positionné un peu plus bien avec le MMA parce que j'ai connu un club de MMA, le premier club de MMA au Congo, Galaxy Martial Arts. C'est au Shark Club avec le coach Trésor Ndaye, coach Claude Toumba coach Chris Toumba et coach Claude Bidjara. Alors ces gens-là m'ont montré à quoi ressemblait le MMA. C'est-à-dire ils m'ont montré la porte, le monde du MMA. Et du coup, on a commencé avec eux en 2016, avec mon grand frère Gloire Monoko. Et on a eu d'autres athlètes. Et en 2017, nous sommes allés pour notre première... Nous sommes alignés pour l'équipe nationale, confirmés. Nous sommes allés pour notre première compétition qui n'a pas eu lieu à Yaoundé, au Cameroun, avec le président Baigon. Et du coup, je suis rentré. Et vous étiez certainement déçu. Premièrement, j'étais excité pour le voyage parce que c'était pour la première fois. Voilà. De prendre l'avion. Quand même pour la nation. Tu vois, c'est pour la première fois aussi de prendre l'avion, aussi de voyager pour la nation. Voyez-vous, alors j'étais excité. Et du coup, nous sommes arrivés, nous étions en retard. Et vous connaissez le Congo avec l'effort que le président a fourni. Nous sommes arrivés, mais quand même, il n'y avait pas de combat. Et je suis rentré, mais j'ai dit au président, je suis chaud. C'est-à-dire, j'aimerais que tu m'alignes à la prochaine compétition. Et il m'a dit, je sens déjà ton esprit, connecte bien avec le mien. Alors, on va faire un petit test là, voir, j'ai 4 personnes que j'aimerais qui lead l'équipe. Et alors, j'ai l'impression que toi, tu dois faire partie de l'équipe. Nous sommes allés nous entraîner avec les judokas, l'équipe nationale. On a fait tout ce truc. Il a dit, toi, tu dois être le capitaine, tu dois leader l'équipe. Alors, prochaine compétition, Afrique du Sud. C'était notre première compétition en Afrique du Sud depuis que la fédération FECAM a commencé à exister. Et voilà, c'est où tout est parti. On avait eu une médaille d'or. Je pense que le pays s'en souvient. Exactement, le pays s'en souvient, une médaille d'or. Mais après cette médaille d'or, vous êtes revenu au pays et vous vous êtes encore lancé sur le plan mondial. Oui, après ma première médaille d'or, et en 2017, nous sommes rentrés pour nous préparer pour la compétition mondiale au Barème. J'avais même cassé mon bras. Nous sommes allés. Et c'était chaud, c'était vraiment chaud parce que j'ai fini deuxième à la course parce que mon bras était foutu. Je ne devais plus continuer face aux Irlandais que j'ai fortement battu. Et ils se sont dit qu'il faudra lui donner la victoire parce que toi,
le bras ne va plus te permettre. C'est-à-dire on est allé au point. Et je suis encore rentré au pays. Et du coup, j'ai décidé à demander au président si je pouvais aller pour un petit, pas séjour, mais pour un 6 mois de préparation. Parce que j'ai vu le MMA autrement. J'ai découvert le monde des arts martiaux et je me suis dit, bon, écoute, je vais aller pour maximum 6 mois. Et je suis allé, je me suis préparé et un autre championnat mondial qui arrive. Du coup, on l'a fait en 2019. On a eu un autre médaille d'or. Un autre médaille d'or. Ouais, En tout cas, ça a donné beaucoup d'espoir à la République démocratique du Congo. Grâce, une question. Voilà, il y a une question, il y a Ok. quelques questions, mais je voudrais d'abord qu'on puisse faire un petit retour. Eliezer Kubanza, vous pratiquez cette discipline, le MMA, Ouais. mais moi je voudrais savoir, c'était quoi la motivation, puisque aujourd'hui au Congo, les MMA vraiment n'a pas assez d'importance, soit ça n'a pas assez d'engouement hein, comme d'autres disciplines, mais c'était quoi cette motivation-là de pratiquer les MMA au Congo déjà? Bon, déjà, je suis une personne qui est née dans une famille où il y a des pratiquants martiaux. Il y a eu mon père qui a fait de la boxe, paix à son âme, bien qu'il n'ait pas allé loin. Il y a eu mes frères qui faisaient du football, du judo, etc. Mais moi, je suis natif de Matadi. Quand j'ai quitté Matadi pour mes études ici à Kinshasa, rejoindre mes parents, j'avais... c'était un peu chaud Kinshasa, tu vois. Je reviens de Matadi, je parle pas bien lingala, français et kikongo. Et je me faisais un peu, tu vois, ce genre de trucs à l'école, tu vois, un peu dominé, etc. Et je dis, la meilleure manière de me positionner dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire et de faire les arts martiaux. Alors j'ai commencé avec le jiu-jitsu et du coup ça n'a pas marché, j'ai fait la boxe, ça n'a pas marché, puis du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire le MMA. Mais vraiment, la vraie motivation, c'est en regardant nos frères. On a des frères congolais que beaucoup ignorent, comme Marc Diaké. Moi je pense que c'était venger tes amis à l'école qui t'aient dominé. Bon, en quelque sorte, vraiment taper ces gens qui me mettaient mal à l'aise, mais positionné dans un milieu où fallait être quand même mentalement calme pour faire de bons points, pour bien étudier. Tu n'as pas besoin que de gens te disent, ben, écoute, tu vas passer ton interrogation et des gens qui vont te dire, écoute, on va te faire la peau dehors. Et du coup, ça change ton mood, tu vois, ça change tout. Tu peux plus réfléchir bien, tu as peur, il faut que tu ailles voir le DD pour dire que non, ben voilà, écoute, messieurs, ils vont me taper dehors, tu vois. Je voulais pas de ça, mais je n'étais vraiment pas un garçon qui était chaud. Donc, l'une des motivations aussi, je me suis fait tabasser par une meuf. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'était pour venger tes amis à l'école. Ouais, C'est chaud en tout cas. Ouais, j'ai eu un bon kick. Il y a la meuf, elle vendait le poisson au coin de Mongafou, là, juste à Massangambi, la 4. Alors, j'étais un peu trop chaud, j'allais pour acheter mon poisson le soir. Et je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Et je commençais à crier sur la go. La go a dit que non, moi, je vais te faire la peau. Elle dit, mais tiens, moi, je suis un homme, toi, tu peux pas me taper quand même. Je dis, non, si tu parles encore, je te tape. Soit tu prends ton poisson, soit je te tape. Et mais il y avait des gens, il y avait mes potes. J'ai dit, non, moi, je dois te taper, je dois te montrer. Et je ne savais pas que la go faisait du karaté. Mais je n'ai pas vu ses kicks passer. J'étais par terre. En tout cas, voilà, vous êtes l'une de motivation. Et l'une de vos motivations, c'était aussi, c'est cette belle bâclée. Non, c'est une belle histoire. Mais j'en parle pas trop. Vraiment. Mais après votre deuxième médaille, vous avez pris la décision de rester en Afrique du Sud pour enfin parfaire votre parcours au niveau professionnel. Et dès là, vous vous êtes fait enrôler au niveau de la Fédération internationale des arts martiaux, où vous avez évolué au niveau africain dans une compétition africaine et vous êtes sorti champion. Exactement, avant déjà que je revienne sur ces points, nous sommes restés en Afrique du Sud et nous avons, à part ces deux médailles, nous avons pu avoir ou décrocher deux ceintures. Ah, ok. Voilà, j'ai fait le SCAFO saison 3 où j'ai tapé tout le monde en Afrique du Sud. C'était une compétition semi-professionnelle internationale. Il y avait des gens de la Russie. La vidéo est sur YouTube, je pense que mes fans savent de quoi je parle. C'était une ceinture de 5 stars où j'étais aussi le premier Congolais à avoir une ceinture de 5 stars. La porte vers
le monde professionnel. J'ai gagné cette compétition face à un Congolais, Cédric Mbala. Ah, Cédric Mbala. Voilà, c'est-à-dire on a fait, c'était une compétition qui réunissait un peu beaucoup d'athlètes et nous sommes arrivés en finale. J'ai gagné au 5e round par stoppage. Et puis je suis resté encore, j'ai fait un autre titre. Après le championnat mondial, j'ai fait un autre titre contre un monstre. Celui-là, il venait de l'Angola. Et le gars qui détenait la ceinture middleweight en Alpha MMA, j'ai toujours la ceinture avec moi, la ceinture rouge qui est postée sur mon Instagram. Le gars, il fallait quand même emmener ça. Oui, c'est parce que c'est resté en Afrique d'ici, mais ok. je vais quand même envoyer de footage, de vidéos et des photos en privé. Et du coup, le gars était dans une autre division. Parce que je signale que je suis champion dans 2 divisions. C'est pas que j'ai eu la médaille dans la même division. Non, j'ai tapé en 77 kilos et j'ai décidé d'aller à 84, 85 kilos. J'ai encore décroché notre médaille. Et le gars était champion en 85 kilos, qui est middleweight. Et du coup, on nous a alignés. Je l'ai tapé au deuxième round. Je l'ai fini au 2e round. Et je suis devenu champion. Et du coup, je me suis lancé comme professionnel. La compétition que je viens de gagner avec Scaf Osage l'île Maurice, comment on dit? En île Maurice. En île Maurice. Voilà, en île Maurice. Je viens de la voir il y a cela. C'était le 6 novembre. Voilà, que je venais de gagner cette compétition. Il y a le titre à la maison que j'ai ramené pour le pays, quoi. Et si on comprend bien, sur le plan semi-pro, vous avez combattu 10 fois. Plus 14 fois. 14 fois, mais bon, sur Internet, c'est qu'on a pu recueillir. Non, 14 fois, il n'y a pas d'autres combats, mais c'est 14 fois que j'ai combattu. C'est 14 combats. J'en ai perdu 2, j'ai gagné 12. Vous avez gagné 12, et votre dernière victoire remonte en 2019, le 27 juillet, face au Sud-Africain Simon Dominguez. Si on ne se trompe pas. Il venait de l'Angola, mais je ne sais pas comment ils font pour changer de nationalité des gens sur Internet, mais c'est lui le gars que j'ai combattu pour la ceinture. Et c'était un chaos. Voilà, c'était un chaos et du coup nous sommes passés pro. On va revoir en image, en tout cas un tout petit peu, cette séquence où notre champion Eliezer Kubanza a donné un kick, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'était la demi-finale. Un coup à demi-finale, ouais, un coup, le blanc. Et c'était KO. On va suivre cet extrait, on se retrouve juste après. Et voilà, c'était le combat, on s'est un tout petit peu trompé, c'était le combat face à Dimitri Fogg. Hein. C'était en demi-finale, on a eu le précision. Voilà, on va continuer notre émission avec Eliezer Kubanza. Grâce à Kubama, une question. Voilà, il y a encore une autre question que je vais poser à Eliezer. Vous avez combattu pour l'équipe nationale de la RDC, mais à un moment donné, Eliezer s'est dit d'abandonner d'abord l'équipe nationale pour ne plus compétir pour la RDC et aller affronter le monde professionnel. C'était quoi la raison de laisser la nation pour aller compétir individuellement? S'il faudra déjà changer le vocable, je ne pense pas que j'ai laissé la nation parce que j'ai combattu toujours étant congolais avec le drapeau congolais. Quand tu combats semi-amateur ou semi-pro, tu représentes une nation. Ok. C'est-à-dire tu représentes ton pays, tu combats étant qu'amateur ou tu n'es pas peut-être sélectionné à l'équipe nationale comme tout autre. Mais quand tu es sélectionné à l'équipe nationale, il y a un temps. C'est-à-dire il y a un temps où quand tu passes pro, on dit, écoute, tu es maintenant pro, tu nous as servi, il faut maintenant que tu vagues de tes propres occupations, de tes propres ailes, que tu voles un peu de tes propres ailes, voyez-vous. Mais tu restes quand même fils du pays, tu combats toujours avec le drapeau. Sur le drapeau du pays, mais vous combattez maintenant individuel, mais vous restez toujours congolais. Voilà, c'est-à-dire il y a le manager qui vient et il y a le promoteur qui vient et dit qu'on a besoin de Joyce. On a besoin de travailler en particulier avec Joyce, on n'a plus besoin de passer par la RDC ou la fédération. Là, tu deviens professionnel, tu gères ça professionnellement avec le manager et le promoteur, mais tu restes congolais. C'est-à-dire j'ai quand même servi le Congo pendant 4 ans.
J'ai ramené des médailles et des titres. Maintenant, le Congo m'a dit, écoute, la fédération m'a dit, écoute, merci. Maintenant, tu dois quand même faire quelque chose. Tu dois quand même gagner de cela, tu vois. Que tu deviennes un peu indépendant, tu vois, sur ces cas-là. Donc, on n'a pas laissé tomber la nation. On est toujours Congolais de sang. On représente toujours la nation. On combat toujours avec le drapeau du pays. Donc, on est là. Voilà, arrivé sur place au niveau de l'Afrique du Sud, là où vous évoluez, est-ce que ça a été facile pour vous d'affronter ces mondes-là pour la première fois ou bien il y avait eu quand même des difficultés? Il y avait eu des difficultés. Hein. Vous savez, vous quittez Congo pour un pays que vous ne maîtrisez vraiment pas, où il y a peut-être même pas la moitié ou un quart de la famille qui s'y habite. Et du coup, vous vous dites, comment est-ce que je vais commencer? Et vous découvrez qu'il y a un climat qui est différent de votre pays. Il y a l'hiver, il fait froid, mais vous devez courir parce qu'il y a le combat dans le même mois. Donc, il y avait tellement beaucoup de choses. La nutrition, tu vois, la nourriture n'est pas vraiment assez bio, assez bio comme la nôtre. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Les équipements, le gym. Maintenant, tu vas t'entraîner avec quelques blancs. Tu ne sens pas bon, ils ne veulent pas rouler avec toi. Tu dois te sentir bien. Tu vois, tu dois acheter des équipements. Donc, il y avait un peu beaucoup de choses qu'il fallait s'adapter. Surtout côté nutrition. Parce que, allez là, badi, hein. Mais ils te disent que écoute, tu ne combats plus dans cette catégorie, tu dois descendre et tu dois faire de régime. Et voilà ce que tu vas manger. Ah, mais bon, laisse-moi ma tite. Tu vois, ils te font manger du salade. Tu dis, mais ça ne marche pas. Ça, c'est athée. On a dit non. Tu ne prends pas la cuisine congolaise, sinon tu n'arriveras pas à faire ces poids, etc. Ou cette performance où on a vraiment besoin que tu sois. Donc, il y avait vraiment des difficultés jusqu'à ce que nous nous sommes adaptés. Et nous ramenons même cette connaissance à nos frères qui sont ici au pays. Dire qu'écoute, faut faire attention, il y a ça, faut pas faire. Il y a ça, il faut pas manger. Il y a ça, faut faire. Ces heures d'entraînement ou ça, ces techniques, ces systèmes, il faut s'adapter parce que voilà, ça se passe comme ça. Voilà. Vous parlez des difficultés que vous avez rencontrées de l'autre côté, mais en ce moment-là, dans cette période-là très difficile de votre carrière en Afrique du Sud, il y avait des gens qui vous ont accompagné pour surmonter cette étape? Exact. Il y avait déjà, je salue Maître Bogis Bonyanga, qui est un papa. Il était à l'équipe nationale de judo. Je pense que le judoka connaît ses noms. Maître Bogis, on l'appelle Maître Patron. Il m'a gardé pendant 2 ans chez lui. Et il y avait mon grand frère Trésor Popanga, qui est participant qui est plutôt pratiquant du MMA au niveau professionnel, qui m'a montré vraiment la voie avec les autres. Il y avait Junior Mankabou qui m'a appelé, qui m'a invité dans le gym de boxe Damien Dira pour que je pratique la boxe, où j'ai rencontré le champion Emani Kalombo qui était récemment ici au pays. J'ai rencontré beaucoup de noms. J'ai rencontré le coach des juniors Macab, coach Kazembe et Damien, qui m'ont vraiment encadré. Et juniors qui m'ont encadré aussi. Il y a Trésor et champion Ilunga, Commander Boy, qui était récemment ici aussi avec le titre de champion du monde. Et ces gens-là m'ont encadré et ces gens-là m'ont expliqué le monde. Ces gens-là m'ont appris un peu beaucoup. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu parles devant ces personnes. C'est comme ça que tu t'entraînes avec eux. C'est comme ça, il faudra que tu te comportes avec ces personnes. Et voilà, ces gens-là ont vraiment joué un rôle assez important dans ma carrière et pendant que je restais en Afrique du Sud. Voilà, merci beaucoup Eliezer Koubanza. On va en tout cas enchaîner avec ces jeux de questions-réponses. Mais j'aimerais un peu qu'on retourne un peu sur votre parcours. Parce que lorsque vous êtes arrivé en 2019, vous avez cessé de combattre pour le semi-pro et vous vous êtes décidé de vous lancer dans la version professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2022? Bon, déjà en 2019, je suis rentré avec ma ceinture et ma médaille d'or. Il y a eu ma ceinture à middleweight et il y a eu ma médaille d'or en tant que champion du monde, premier en Afrique et 8e au monde. J'ai ramené la ceinture et la médaille. Et du coup, il y a eu Covid. Il faut pas qu'on
qu'on oublie qu'il y a eu Covid et c'était chaud partout dans le monde. Alors nous sommes restés 1 année et demie Sans combattre. Sans pourtant même s'entraîner parce que c'était chaud en Afrique du Sud. Ils n'autorisaient rien. Vous ne sortez pas, vous gardez votre petit espace. Et si vous n'avez pas de binôme, vous ne pouvez pas vous entraîner. Donc, Tokomaki Kayar. Manger, on faisait que manger, dormir. Puisque vous aimez les foufous. Voilà. Donc, il y avait moi là, du foufou à gogo. Voilà. Je disais, il n'y avait vraiment pas d'entraînement. Et du coup, après Covid, il y a Scarfosech qui est venu me dire, me proposer, dire que champion, on a besoin de toi, il y a une compétition qui est chaud. Et alors, on aimerait vraiment que tu prennent part. Et j'ai dit, écoute, on le fait. Déjà qu'on a perdu assez de temps avec Covid, 1 année et quelques mois. Alors, on se lance. Voilà. Voilà ce qui s'est passé entre 2019 et 2022. 2020, je sais pas. 2022. Alors, quand j'ai commencé avec Scarfosech, alors on a tapé le Kenyan, on a tapé le Camerounais, on a fait la finale en île Maurice avec le Nigérien, qu'on a tapé, qu'on a fini au 3e round. Et tous les 2 autres, je l'ai fini au 1er round, chaud. Et le Nigérien était assez fort, costaud, mais on a fini au dernier round. Donc voilà. Dernier round. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que votre discipline est dominée par les Russes, les Anglais, les Américains. Vous êtes Congolais, vous évoluez peut-être dans le milieu anglophone. Quel est l'objectif principal? Vous voulez aller défier les Russes, les Américains, les Polonais? J'ai encore oublié, c'est lui qui avait défié Floyd. J'ai oublié son nom, ça m'a échappé. C'est quoi votre objectif en tant qu'athlète des MMA? Déjà, je signale que je n'ai pas peur de risque ni des Américains. Je suis Congolais, je viens du 243, je suis assez fort. Si je suis bien encadré avec un bon système, je peux faire face avec ces gens ou ces pays. Déjà, je signale qu'on a tapé la Russie pour la finale en 2017, KO. Les gens peuvent voir sur Internet. Aujourd'hui, il est numéro 1 au monde. Pas de faux pas. Meilleur de meilleur. On l'a tapé en 2017. Je signale que j'avais perdu au point. Demi-finale du championnat mondial en 2018 contre un Russe. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas la... J'ai pas peur d'eux. On s'échange. Et les gens qui peuvent témoigner, ils ont vu comment j'ai mis le Russe au 3e round knockdown. C'est-à-dire, j'ai tapé, il est tombé. Et du coup, voilà. Non, moi, j'ai pas peur de risque. J'ai pas encore combattu les Américains. Mais on voit les Africains au top du monde. On a Francis Ngannou, on a Ousmane, on a Israël Adesanya. C'est-à-dire, tu crois, tu t'entraînes, tu vas le faire. Il n'y a pas d'obstacle. On n'a pas peur. On a grandi dans la guerre, on a grandi dans la misère. Si aujourd'hui, la tête est sortie, c'est vraiment parce qu'on a découvert le monde. Et nous savons c'est quoi le système pour faire face à ces nations. 2 questions grâce à Koubama. J'ai des questions à Eliezer Koubanza. La première, vous avez cité Francis Ngannou, le Camerounais. Mais lorsque vous regardez l'UFC, on ne peut pas parler du MMA aujourd'hui sans parler de l'UFC. Vous vous dites quoi personnellement? Déjà, shout out à mon grand frère Marc Diakese qui est le top 15, je pense, à l'UFC. Écoute, quand je regarde, c'est comme c'est comme la Ligue 1, c'est comme ça on dit, la Ligue 1. Donc tu peux faire tes compétitions en Afrique ou d'autres nations en Europe, mais quand tu joues pour la Ligue 1, c'est waouh, je suis grand. Donc l'UFC, c'est que tu vois les arts martiaux en l'UFC, tu vois à notre niveau. C'est-à-dire les champions d'autres organisations, quand ils viennent à l'UFC, tu as l'impression que ce sont de petits joueurs contre le vrai champion le vrai champion de l'UFC. C'est-à-dire c'est un rêve qu'on a tous de combattre pour l'UFC. Et je pense que dans 5 ans ou 4 ans, j'y arriverai. Dans 5 ans ou 4 ans, vous allez arriver au niveau... Pourquoi pas aussi dans 3 ans atteindre le niveau de l'UFC. Mais ma toute dernière question, aujourd'hui, vous êtes professionnel, vous évoluez sous d'autres cieux, en dehors de la RDC. Mais lorsque vous regardez les MMA en République démocratique du Congo, c'est ça, quel niveau exactement pour
bah, moi je dirais plutôt les niveaux du MMA en RDC. C'est d'abord quel niveau actuellement vous situez cette discipline au Congo? Déjà avant c'était chaud parce qu'il n'y avait pas assez de clubs. Mais aujourd'hui quand même nous retrouvons assez de clubs. Je connais un peu, pour ne pas citer de nom, mais il y a quand même de clubs avec des coachs qui se sont actualisés côté technique et système. C'est-à-dire ils sont allés faire des séminaires ailleurs, au Cameroun, Afrique du Sud. Il y a eu des coachs venant de l'Europe comme coach Chris Tumba qui ont installé le club et c'est un peu d'entraîner le jeune et aussi nos jeunes frères qui compétissent à l'étranger, qui reviennent et forment le jeune comme moi. Je reviens, je donne, je laisse ma Vous connaissance. apportez votre expertise. Voilà. Je crois que nous évoluons un peu, hein, s'il faudra être positif. 5 ans passés, le MMA, il n'y avait pas de position. Mais aujourd'hui, quand même, si l'athlète congolais est le numéro 1 en Afrique, le numéro 8, Shadrach, le super-héros, j'ai oublié son nom, qui était médaillé d'argent en 2019 et on a eu un autre médaillé en 2022 ici d'argent, Élysée, congolais. Quand même, ça prouve que le MMA évolue et il y a eu la première organisation professionnelle ici, Impact Championship à Lubumbashi, le 7 novembre. Les noms que vous citez, c'est des Congolais qui se sont entraînés à l'extérieur ou non, des ceux Congolais qui qui s'entraînent ici, okay. évoluent ici, restent ici. Madame Abadi, ouais. Vous comprenez? C'est-à-dire, et il y a Yadad qui vient de l'Europe, résident à Lubumbashi, qui a créé la première organisation de mixed martial art, appelée de gens venant de l'Europe, les combattants venant de partout dans le monde. Et nos frères, les ont tapés ici. Le 7 novembre, les gens peuvent faire Impact Championship, où ma marque, The Black Excellent, était partenaire avec l'organisation. On a vu les athlètes congolais, waouh, qui se sont vraiment distingués, en tout cas. Distingués, voilà le vocable qu'il faut. Donc, il faudra voir le côté positif. Mais quand même, il y a le côté négatif aussi. Voyez-vous, des gens qui veulent manger maintenant, les gens qui veulent, peut-être pas le gouvernement qui ne voit que le foot et d'autres disciplines par rapport. Mais quand même, je crois qu'il faudra avoir un bilan. Et je crois que sur l'échelle de 10, on peut être sur 7. En parlant du gouvernement, Joyce, pardon, on va s'il pas vous attaquer plaît. la politique. Non, en parlant du gouvernement, vous évoluez ailleurs. Okay. Est-ce que là-bas, c'est les cas aussi où le gouvernement accompagne la discipline comme les MMA? Bien sûr. Écoutez, c'est un problème de nation. Hein. C'est la nation, c'est les drapeaux qui flottent. Au monde, il faut regarder la vidéo du championnat mondial. J'étais là avec mon drapeau congolais. Tu vois, tout noir, mais il y avait mon drapeau bleu qui me donnait l'identité. Ah, le Congo est là. Voyez-vous, ça, c'est la nation. Quand tu aimes la nation, tu vois le drapeau flotter, mon frère. C'est ton pays. Tu es né au Congo. Voilà, donc ils soutiennent. Le blanc, ou autre noir du Cameroun, etc. Il faut voir sur Internet. Ils soutiennent. Ils soutiennent. Tu vois, l'équipe nationale qui a débarqué en la dernière compétition, il m'a sans tenir. C'était triste en Afrique du Sud. Je me suis dit, on a 10 champions ici, en Afrique du Sud, congolais. Et je suis champion, mais là, l'équipe nationale qui a débarqué sans tennis. Et s'il fallait qu'on les retrouve de tennis. Et du coup, comme j'ai dit, la marque qui est en ligne, the Champions Only Black Excellence, on a dit, on a de l'eau. Ils peuvent vérifier sur Internet. Ika Kubanza, c'est ça la marque, le nom sur Instagram. On a fourni les équipements à nos frères. Parce qu'ils avaient des jogging, l'autre avait un t-shirt qu'on a écrit, je ne sais pas moi quoi. Et on a uniformé l'équipe. Maintenant, on s'identifiait quand on allait de gauche à droite, changing room, etc. Tu vois, parce que j'aime mon pays et je pense que ces gens-là aussi aiment le pays. C'est juste parce que Mpata, et comme il bosse, tu penses maintenant qu'à ta famille, qu'à ces gens-là quand même qui font quand même que tu t'appelles ministre ou que tu t'appelles président, qu'on t'appelle dirigeant ou cadre. Parce que tu t'appelles pas comme ça parce que tu es avec ta famille, parce que tu diriges un groupement de gens. Donc voilà, bref.
Voilà. Deux questions avant de finir avec notre émission. On vous a vu ici à Kinshasa, vous vous entraînez. Est-ce que vous vous préparez pour une compétition? Bon, je voulais me taire sur ce sujet, mais bon, écoutez, tu vois, certaines personnes disent que non, Bandoki, etc. Mais non, on s'en fout, on a fait notre chemin. J'ai un combat au mois de mars en Manchester. Manchester, UK. oui. Voilà, Manchester. En UK. Ah, UK, Manchester, Yeah. la ville de En Manchester. Manchester, en Angleterre. Bon, Voilà. bref. J'ai un combat au mois de mars en Angleterre. Si les choses peut-être ne changent pas, je pense que je vais combattre là-bas. Et donc, je suis ici, pas vraiment pour me préparer, c'est vraiment pour un petit séjour, le repos. Mais vous savez, Kin, c'est chaud. Quand vous venez, il faut un peu un petit test. Côté de sa clé, champion, parce que les gars, ils sont chauds en famille. Et j'ai décidé de me relancer. Je m'entraîne toujours au Shark Club, Will Fit, pour mon conditionnement physique. Et je compte déjà aller vers ma compagne, le gym de mon grand frère Damien, pour faire un peu de sparring de boxe. Je salue mon frère Moses qui m'a connecté avec ce gym. Donc je suis là et il y a le combat qui est au mois de mars. Donc on va se préparer pour le mois de mars. Mais je vais quitter bientôt, rentrer peut-être en Afrique d'ici, Thaïlande, pourquoi pas, pour faire ma préparation. C'est ça le plan. À Kinshasa, vous êtes là, vous avez dit un truc ici avant l'émission, ça j'ai beaucoup apprécié, que vous voulez vendre une image autre de la RDC pendant votre séjour ici à Kinshasa. Ouais. Voilà, écoutez, si vous checkez mon Instagram, qui est Lézard Kubanza Diakie, c'est mon nom complet, je suis Congo. Écoutez, on a une image négative sur le pays, sur la nation, c'est-à-dire le blanc ou le gens de l'extérieur pensent qu'il y a la guerre partout. Tu vois, il y a de la guerre partout, du racisme, je sais pas moi quoi. Et nous ou moi ici, avec mon équipe, nous essayons de prendre de footage, de petites vidéos, pour juste démontrer que non, ici à Kinshasa, la guerre est là. Au Congo, mais c'est au niveau de l'Est. Mais il y a Kinshasa qui existe, le Lubumbashi, à Matadi, etc. Mais la guerre est côté Goma. Et les gens ici ne sont pas racistes. Les gens sont hospitaliers. C'est-à-dire, il y a une vidéo que je fais récemment. J'ai posté, j'ai dit hometown, c'est-à-dire ville natif. Voilà. Alors, si vous venez à Kinshasa, faut dire Mbote. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on salue. Hi, hello, salut, Mbote. Et les gens vont vous répondre Mbote Nayo. Les gens sont positifs. Il y a vraiment du courant, il y a vraiment du tic-tac à Kin. Alors, venez découvrir Kinshasa. Il y a assez de places. Il faudra voir. Je suis allé voir de musées. Je suis allé voir... je suis allé vers Libongo, tu vois, il y a des choses à manger, la nourriture, le bio, tu vois, on a partagé tout ça, la nourriture, Bambisi, Bamaï, Fleuve Congo, j'ai couru là-bas, je fais des vidéos, et ils ont aimé, tu vois, oh wow, champ, we love to zoom around, to come and do something, on aimerait venir visiter, faire un petit, tu vois, quelque chose à Kinshasa, c'est positif, l'énergie qu'on doit partager, que voilà, la guerre est là, mon frère, il faut qu'on l'accepte. Les gens sont tués à l'Est, mais quand même, il y a un petit côté positif qu'il faudra aussi partager auprès de nos téléspectateurs, de nos followers, que voilà, c'est du positif. C'est pas que on plaire, c'est pas que la famine, c'est pas que la tuerie. Voilà, il y a vraiment quelque chose de bien qu'il faudra, et puis ça va profiter aussi à notre trésor public, hein, ces gens-là viennent. Et tant que touriste, tu vois, on gagne quelque chose et on peut soutenir l'Est. Merci beaucoup, voilà. Eliezer, ça sera peut-être votre mot de la fin. Merci, Joyce. Vous avez ajouté je 30 salue secondes, ma mère. Hein, surtout. Mon Rafoula, votre champion est là, le Congolais, votre champion est là. Je salue ma mère, je t'aime énormément. Ma grande sœur Oshie Kobanza, mon pote, mon secrétaire Némi Mazamba, mon attaché de presse Steven Simban et tous mes potes Claude, Djibla, tout le monde. Donc, je vous tout le monde, voilà, on vous salue Gradia Goubama. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'opportunité. On est ensemble, on va peut-être suivre votre évolution jusqu'à votre prochain combat. Merci, frère. On est ensemble, on est là pour promouvoir aussi les talents congolais. Vous êtes
étiez très nombreux en train de suivre notre émission. Nous avons reçu pour vous Eliezer Kubanza, athlète de MMA. Grace Diakoubama a été aussi à mes côtés pour nous accompagner à cette édition de Samedi Sport. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.